J'ai remboursé la dette de 250 000 $ de mon mari, seulement pour qu'il me mette à la porte de la maison dès l'instant où je l'ai soldé. Je n'ai pas pleuré, j'ai souri, car il avait oublié une chose très importante. Restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire, et si elle vous touche, n'oubliez pas de la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Je m'appelle Kennedy, j'ai 32 ans, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cru en la loyauté, au mariage et à ce genre d'amour où l'on soutient son partenaire peu importe les épreuves que la vie met sur votre chemin. C'est ainsi que j'ai été élevé, mes parents disaient, quand on se marie, on n'épouse pas seulement une personne, on épouse aussi ses difficultés. J'ai porté ces mots au plus profond de mon cœur. Quand j'ai rencontré Dean, il était tout ce que je pensais vouloir. Il avait la trentaine, charmeur, drôle, et le genre d'homme qui pouvait illuminer une pièce rien qu'en y entrant. Il avait une façon de me faire sentir comme la seule femme au monde. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il était mon, pour toujours. Mais l'amour peut rendre aveugle, et dans mon cas, il m'a aveuglé à de très dures réalités. Peu de temps après notre mariage, j'ai découvert la vérité sur le désordre financier de Dean. Un soir, en triant le courrier, j'ai vu lettre après lettre, cartes de crédit en retard, prêts étudiants qui s'accumulaient, même des entreprises ratées qu'il avait tenté de cacher. Quand j'ai tout additionné, le montant m'a rendu malade, 250 000 $, une montagne de dettes que je n'avais pas créée, mais qui trônait maintenant au milieu de notre mariage comme une bombe à retardement. Dean a tout expliqué avec son charme habituel. Il m'a dit qu'il avait fait des erreurs dans sa jeunesse, qu'il pensait pouvoir s'en sortir seul, mais que la situation avait échappé à son contrôle. Il m'a regardé avec ses yeux bruns et doux et a promis que les choses s'amélioreraient. Je voulais tellement le croire. Après tout, n'était-ce pas ça, le mariage? Se soutenir dans les moments difficiles? Alors, j'ai fait un choix. Je me suis dit, Kennedy, tu es forte. Tu peux porter ce poids jusqu'à ce que vous en soyez tous les deux libérés. J'ai décidé de l'aider à tout rembourser, même si cela signifiait renoncer à mon propre confort. Je pensais qu'en me sacrifiant pour lui, j'investissais dans un avenir où nous serions enfin sans dette, où nous pourrions enfin respirer, où nous pourrions enfin commencer la vie dont nous rêvions. Je ne savais pas alors à quel point cela me coûterait, non seulement en argent, mais en années de ma vie, en énergie, et en la confiance que l'on place dans l'homme que je croyais m'aimer autant que je l'aimais. Mais à l'époque, tout ce que je voyais, c'était l'homme que j'avais promis d'aimer et la montagne de dettes que j'avais juré de l'aider à gravir. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail comme si ma vie en dépendait. Je prenais toutes les heures supplémentaires possibles, travaillant parfois tard le soir et les week-ends jusqu'à ce que mon corps soit endolori et que mes yeux peinent à rester ouverts. L'hôpital était devenu plus un foyer pour moi que la maison que Dean et moi partagions. Mes collègues plaisantaient en disant que j'y vivais, mais ils ne connaissaient pas la vérité. Chaque heure supplémentaire signifiait une brèche de plus dans la montagne de dettes qui nous surplombait. Il y avait des jours où je voulais m'effondrer, mais je me répétais sans cesse, c'est temporaire. Une fois la dette partie, nous serons libres. Cette pensée était la seule chose qui me faisait tenir quand mes jambes semblaient de plomb et que mon esprit était embrumé par l'épuisement. J'ai même pris la décision la plus difficile de ma vie, vendre le petit héritage que mon père m'avait laissé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était sentimental. Un petit filet de sécurité qui me réconfortait. Y renoncer, c'était comme lui dire au revoir une seconde fois. Mais je me suis dit que c'était pour nous, pour Dean et moi, pour la famille que nous pourrions un jour construire. Je me suis convaincu que le sacrifice en valait la peine. Dean me promettait toujours que les choses s'amélioreraient. Il me prenait la main après l'un de mes quarts de travail épuisants, m'embrassait sur le front et disait, encore un petit peu, Kenny. Imagine-nous sans dette, en voyage, peut-être en achetant une plus grande maison, en repartant à zéro. Ces mots peignaient de si belles images que je m'y accrochais comme à une bouée de sauvetage. Je le croyais. Je croyais en nous. Mais cette croyance avait un prix. Je faisais des économies partout où je le pouvais. J'ai arrêté d'acheter de nouveaux vêtements, même quand les miens commençaient à s'user. J'ai sauté les vacances, même quand mes amis me suppliaient de les rejoindre. J'ai manqué des anniversaires, des soirées entre filles et des dîners, tout ça parce que je travaillais ou que j'économisais. Mon monde s'est rétréci au travail, aux factures et au sommeil. Parfois, je faisais défiler de vieilles photos sur mon téléphone, moi, souriante avec des amis à la plage, riant pendant un brunch, insouciante. Cette fille me semblait être une étrangère. Je ne pouvais plus me permettre d'être elle. À la place, j'étais la femme assise à la table de la cuisine tard dans la nuit,
calculatrice à la main, les factures étalées comme un champ de bataille. La dette ne diminuait pas du jour au lendemain. C'était lent, douloureusement lent, comme vider l'océan avec un seau. Mais mois après mois, année après année, je voyais les chiffres baisser. Chaque paiement était comme une petite victoire, même si cela me laissait épuisé et vidé. Je ne mentirai pas, il y a eu des nuits où j'ai pleuré silencieusement dans mon oreiller, sentant que la vie me filait entre les doigts pendant que je vivais en mode survie. Mais chaque matin, je me forçais à me relever. Je me disais que tout cela en vaudrait la peine un jour. Mon corps était fatigué, mon cœur plus lourd que jamais, mais ma détermination n'a jamais faibli. Je pensais que je sauvais notre avenir. Je pensais que tous mes sacrifices construisaient les fondations d'une vie meilleure pour nous deux. Je n'avais aucune idée à quel point je me trompais. C'est au milieu de tout ça, alors que la dette était encore une ombre sur nos vies, que j'ai commencé à remarquer que Dean changeait. Au début, c'était subtil. Il a cessé de m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit, un geste qui avait toujours été naturel entre nous. Je me suis dit qu'il était fatigué, que le stress de notre situation l'épuisait autant que moi. Mais les petites choses se sont accumulées. Ses étreintes étaient plus courtes. Son rire ne venait plus aussi facilement, et la chaleur dans ses yeux semblait s'estomper chaque fois qu'il me regardait. Puis il a commencé à rentrer tard. Il marmonnait des excuses, le trafic, du travail supplémentaire, aider un ami. Mais les réponses étaient vagues, et je n'insistais pas. J'étais déjà épuisé par mes heures supplémentaires et je ne voulais pas déclencher de dispute. Au fond de moi, je voulais croire qu'il luttait comme moi. Peut-être qu'il avait juste besoin d'espace, peut-être qu'il se sentait coupable de sa dette et ne savait pas comment le montrer. Mais bientôt, les excuses ne me semblèrent plus crédibles. Son téléphone devint son compagnon constant. Il le retournait face contre table dès que j'entrais dans la pièce. S'il vibrait, il l'attrapait rapidement, marmonnait quelque chose et sortait de la pièce pour répondre. Une fois, j'ai demandé nonchalamment « C'est qui ?» Il m'a lancé un regard noir et a répondu sèchement « Faut que tu poses des questions sur tout ? Tu es toujours en train de te plaindre, Kennedy. » Le mot m'a blessé. Me plaindre. Je n'avais pas réalisé que mon inquiétude était devenue quelque chose qu'il méprisait. J'ai commencé à remarquer d'autres changements. Il a arrêté de dîner avec moi, prétendant avoir déjà mangé sur le chemin du retour. Quand j'essayais de parler de nous, de ma fatigue ou du manque de notre ancienne complicité, il soupirait lourdement, levait les yeux au ciel et changeait de sujet. Parfois, il cherchait la dispute pour des riens, ma façon de plier le linge, d'organiser les factures sur le comptoir, même mon apparence en rentrant du travail. J'ai ignoré tout ça, me disant, c'est temporaire. Quand la dette sera partie, il redeviendra lui-même. Nous serons de nouveau heureux. Pourtant, au fond, un murmure de doute grandissait. Je l'ai ignoré de mon mieux, m'accrochant à la vision de notre avenir, sans dette, peut-être en voyage, en repartant à zéro. Je me suis dit que les couples traversaient des moments difficiles, que l'amour signifiait la patience. J'ai enterré chaque soupçon sous le poids de mes sacrifices, me convainquant que tout cela faisait partie de la tempête que nous devions endurer avant le retour du soleil. Mais chaque fois que Dean retournait son téléphone, chaque fois qu'il évitait mon regard, et chaque fois qu'il me traitait de géniarde au lieu de partenaire, quelque chose en moi se fissurait. J'essayais de réparer les brèches avec de l'espoir, mais les fissures s'étendaient plus vite que je ne pouvais les masquer. Le jour est enfin arrivé où je me suis assise à la table de la cuisine, me suis connecté au compte et ai effectué le tout dernier paiement. Des années de nuits blanches, de quarts de travail interminables, de joies manquées et de sacrifices. Tout cela avait mené à ce seul moment. En cliquant sur « Soumettre », j'ai senti ma poitrine se gonfler d'un soulagement que je n'avais pas connu depuis des années. Le poids que je portais avait enfin disparu. Nous étions libres. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, les larmes montant à mes yeux. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de sourire. J'imaginais la vie dont nous avions rêvé. Fini les factures empilées sur le comptoir, les disputes d'argent, la vie sur le fil du rasoir. J'ai même pensé à de petits luxes simples, acheter une robe sans culpabilité, partir en week-end, dîner au restaurant sans vérifier mon solde bancaire d'abord. Et plus que tout, je pensais que Dean et moi allions enfin respirer à nouveau ensemble, côte à côte, plus proches qu'avant. Quand il est rentré ce soir-là, je pouvais à peine me contenir. J'ai attendu qu'il pose son sac, puis je me suis approché avec un grand sourire. « Dean », ai-je dit, la voix tremblante de joie. « C'est fait. La dette.
Tout est remboursé. Je m'attendais à ce que son visage s'illumine, qu'il m'attrape, peut-être me fasse tourner dans la pièce comme il le faisait au début de notre amour. J'imaginais que nous sortirions dîner, que nous trinquions à notre nouveau départ et que nous célébrerions enfin tout ce que nous avions enduré. Mais sa réaction m'a glacé. Il n'a pas souri. Il n'a même pas eu l'air surpris. Il a simplement dit « Oh, c'est bien ». Sa voix était plate, comme si je venais de lui donner la météo. Aucune excitation, aucune gratitude, rien. Il s'est affairé sur son téléphone, faisant défiler l'écran comme si mes mots n'étaient qu'un bruit de fond. Je suis resté là, figé, attendant quelque chose de plus. Qu'il réalise ce que cela signifiait, qu'il me voie, qu'il nous voie. Mais les minutes passèrent, et il resta silencieux, l'expression distante. Quand j'ai réessayé doucement, Dean, on l'a fait. Tu ne te sens pas soulagé, il a simplement haussé les épaules. Ouais, bien sûr. J'ai juste beaucoup de choses en tête. L'air entre nous semblait lourd, plus froid que jamais. Je voulais le secouer, lui faire réaliser ce que ce moment représentait. J'attendais des larmes, des rires, de la gratitude, quelque chose pour marquer la fin de la lutte que nous avions menée ensemble. Au lieu de ça, je me sentais invisible. Cette nuit-là, allongé dans le lit, je fixais le plafond pendant que Dean faisait défiler son téléphone à côté de moi. La lueur de l'écran éclairait son visage, son attention était ailleurs. Ma poitrine se serra de malaise, mais je me suis dit qu'il était peut-être simplement dépassé. Peut-être que ça n'avait pas encore fait son chemin. Après tout, porter une dette aussi énorme, c'est comme traîner des chaînes, et peut-être qu'il ne savait pas encore comment se sentir libre. Alors j'ai fermé les yeux, me convainquant que demain serait différent, qu'une fois qu'il aurait réalisé, il me verrait enfin. Non pas comme la femme qui avait porté le fardeau, mais comme sa partenaire qui avait tout sacrifié pour les amener jusqu'ici. C'est arrivé si vite que j'ai à peine cru que c'était réel. À peine une semaine après le dernier paiement, le moment que je pensais nous rapprocherait, Dean m'a fait asseoir dans le salon avec un regard que je ne pouvais pas déchiffrer. Il avait les bras croisés, la mâchoire serrée. Je pensais qu'il était peut-être stressé par le travail ou qu'il avait juste besoin d'espace, mais ses premiers mots m'ont transpercé comme du verre. Je ne t'aime plus, Kennedy. Je me suis figé. Mon souffle s'est coupé, mon cœur martelant si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai essayé de rire nerveusement, pensant qu'il plaisantait peut-être, mais son visage était dur et sérieux. Dean, de quoi parles-tu? Ai-je murmuré. Il n'a pas hésité. Je vois quelqu'un d'autre. Melissa. Elle me fait me sentir à nouveau vivant. Elle n'est pas comme toi. Elle ne se plaint pas. Elle ne me tire pas vers le bas. Elle est amusante, confiante, insouciante. Être avec elle, c'est facile. Ces mots tombaient les uns après les autres, chacun plus tranchant que le précédent. Melissa. Un nom qui s'est instantanément gravé dans ma mémoire. Ma poitrine brûlait, comme si tous les sacrifices que j'avais fait le travail sans fin, les nuits blanches, même la vente de l'héritage de mon père m'était jetée à la figure. Je voulais lui crier dessus, lui demander comment il pouvait faire ça après tout ce que j'avais donné. Mais je suis restée assise, dans un silence stupéfait. Et puis est venu le coup le plus cruel de tous. La vérité, dit-il froidement, c'est que je ne suis resté avec toi qu'à cause de la dette. Tu étais utile. Mais maintenant, c'est fini, et je n'ai plus besoin de toi. Je veux que tu partes. Il s'est levé, s'est dirigé vers la chambre et a traîné une valise. Ma valise. Il a ouvert des tiroirs, sortant mes vêtements, les jetant dedans sans aucun soin. Puis il a poussé le sac à moitié fait vers moi, le visage vide, presque ennuyé. Tu peux prendre tes affaires et partir. Ce n'est plus ta maison. Je le fixais, engourdi. Ma maison. L'endroit pour lequel je m'étais tué à la tâche pour le protéger? La maison où j'avais investi chaque once d'énergie et de sacrifice? Il se tenait là, me disant de partir, comme si je n'étais qu'une invitée indésirable. Les larmes me piquaient les yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler devant lui. Je ne lui donnerais pas la satisfaction de me voir m'effondrer. J'ai ramassé la valise lentement, les mains tremblantes, et je me suis dirigé vers la porte. Mon cœur était brisé, mais il y avait un calme étrange sous la douleur. Car en regardant Dean, debout là, si sûr de lui, si suffisant dans sa trahison, j'ai réalisé quelque chose qu'il avait négligé. Quelque chose qu'il regretterait plus qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Je n'ai pas supplié.
Je n'ai pas discuté. Je lui ai simplement jeté un dernier regard, un petit sourire amer se dessinant sur mes lèvres, et je suis sorti, sachant que cette histoire était loin d'être terminée. Je serrai la poignée de ma valise, son poids n'étant rien comparé à la lourdeur qui pesait sur ma poitrine. Dean se tenait à l'entrée, les bras croisés, me regardant comme s'il avait gagné. Son expression était suffisante, triomphante, comme si me chasser de la maison était sa victoire finale. Mon cœur souffrait encore de sa trahison, mais au fond de moi, un sentiment différent commençait à naître, une étincelle de satisfaction tranquille. En sortant, l'air nocturne frôlant mon visage, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mes lèvres se sont courbées en un petit sourire. Non pas parce que je ne souffrais pas. Je souffrais. La douleur était vive, fraîche et profonde. Mais mon sourire n'était pas pour moi, il était pour lui. Dean l'a remarqué immédiatement, son front plissé, la confusion traversant son visage. « Pourquoi souris-tu » a-t-il demandé, presque agacé, comme s'il ne supportait pas l'idée que je ne sois pas anéanti par sa cruauté. Je me suis légèrement tourné, croisant son regard. Ma voix était stable, calme d'une manière qui m'a même surprise. « Parce que tu as oublié quelque chose, Dean. » Sa confusion s'est accentuée, mais je n'ai pas expliqué davantage. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce que j'avais fait pendant qu'il était trop occupé à jouer le mari charmant, trop arrogant pour se soucier des détails ennuyeux de la paperasse et des factures. Au fil des années de gestion de ses dettes, j'avais soigneusement veillé à ce que tout ce qui était important soit à mon nom. L'acte de propriété de la maison. À mon nom. Les cartes grises des voitures. À mon nom. Le compte d'épargne joint qu'il pensait lui appartenir pour moitié. Je l'avais configuré de manière à ce qu'il m'appartienne légalement. J'avais signé les formulaires, transféré les soldes et classé les documents pendant qu'il jetait à peine un coup d'œil à ce que je faisais. Il détestait s'occuper des chiffres et du jargon juridique, alors il disait toujours « Kennedy, tu es meilleur que moi pour ça. Occupe-t'en. » Et je l'ai fait. Discrètement. Minutieusement. Légalement. Dean avait vécu dans sa petite bulle, pensant qu'il contrôlait la situation, sans jamais remarquer que les fondations sous ses pieds n'étaient pas du tout les siennes. Il pensait me chasser de sa maison. Mais la vérité, c'est qu'il n'avait aucun droit ici. Pas une seule brique, pas un seul dollar, pas même la voiture garée dans l'allée ne lui appartenait. En m'éloignant, mon sourire s'est élargi, non par cruauté, mais par force. Pendant si longtemps, j'avais été celle qui se démenait, se sacrifiait et tenait tout à bout de bras. Et maintenant, il pensait m'avoir tout pris. Mais la réalité était tout autre. Dean n'avait rien. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Je n'ai pas eu besoin de discuter ou de me battre. Je suis simplement parti avec ma valise, le laissant à sa fausse victoire. Derrière moi, je pouvais presque sentir son arrogance commencer à se fissurer, bien qu'il ne comprenne pas encore pourquoi. Je savais que cela ne tarderait pas. Au moment où il essaierait de se tenir droit dans une maison qui n'était pas la sienne, de conduire des voitures qui n'étaient pas les siennes, de chercher de l'argent qui n'était pas le sien, le monde entier de Dean s'effondrerait. Et je n'aurais pas besoin de lever le petit doigt. Dean n'a pas perdu de temps pour exhiber sa nouvelle vie. Quelques jours après m'avoir forcé à partir, il a fait emménager Melissa dans la maison comme si elle était un trophée qu'il avait gagné. J'ai appris par des connaissances communes comment ils riaient dans le salon que j'avais décoré, comment ils ouvraient des bouteilles de vin et faisaient des projets d'avenir. Ça faisait mal, bien sûr. Mais je savais aussi quelque chose qu'aucun d'eux ne réalisait, leur célébration se tenait dans une maison qui, légalement, n'était pas à lui. Une semaine plus tard, j'ai mis mon plan à exécution. J'avais parlé à mon avocat, rassemblé tous les documents et préparé l'avis officiel. Mes mains tremblaient un peu en signant les papiers, non pas de peur mais de la puissance de récupérer ce qui m'appartenait de droit. Puis l'enveloppe a été envoyée, adressée à Dean, l'informant, lui et Melissa, qu'ils n'avaient aucun droit légal sur la propriété. Ils devaient quitter les lieux immédiatement. L'explosion fut rapide. Mon téléphone s'est illuminé d'appels et de messages. Au début, la voix de Dean n'était que pure rage. « Tu ne peux pas me faire ça, Kennedy. C'est ma maison. J'ai vécu ici. Nous avons construit une vie ici. » Il criait comme si plus il parlait fort, plus ses mots deviendraient vrais. Mais l'acte de propriété en ma possession racontait une autre histoire. Quand la colère n'a pas fonctionné, les menaces ont commencé. « Tu vas le regretter. Je vais te traîner en justice.
Tout le monde saura quel genre de personne tu es. Je l'ai ignoré. Il n'avait aucune affaire, aucun droit, rien sur quoi s'appuyer. J'ai laissé ces mots glisser sur moi comme la pluie sur une vitre. Bientôt, les menaces se sont transformées en autre chose. Des supplications. Kennedy, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Tu ne peux pas me laisser à la rue. Melissa et moi, nous n'avons nulle part où aller en ce moment. Le même homme qui m'avait jeté dehors sans hésitation implorait soudainement ma pitié. Mais je n'ai pas cédé. Pas une seule fois. Le jour où je suis arrivé avec les papiers légaux en main a été le jour où j'ai vu son masque suffisant voler en éclats. Il se tenait à l'entrée, Melissa juste derrière lui, le visage pâle, tandis que je lui tendais calmement la vie. « Vous devez partir », ai-je dit. Ma voix n'était pas élevée, mais elle portait toute la force que j'avais trouvée en moi. Les yeux de Dean brûlaient d'incrédulité, puis de désespoir. Il a balbutié des excuses, des promesses, des négociations, mais il était trop tard. Je suis passé devant lui pour entrer dans ma propre maison, reprenant possession de chaque mur, chaque coin, chaque souvenir qu'il avait tenté d'effacer. Melissa est sortie en trombe peu après, marmonnant dans sa barbe, clairement peu disposée à rester pour la débâcle. Voir la confiance de Dean s'effondrer, c'était comme regarder une tour s'écrouler brique par brique. Il avait cru gagner, m'avoir mise de côté et être passé à autre chose. Mais maintenant, dépouillé de la maison, de Melissa et des mensonges qu'il avait construits, il ne restait plus qu'un homme en ruine. Et je n'ai pas ressenti de pitié. Je me suis senti libre. Reprendre ma maison aurait dû suffire, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas le cas. Dean m'avait utilisé, épuisé, puis jeté comme si j'étais jetable. Si je restais silencieuse, il passerait à la femme suivante, la charmant comme il m'avait charmé, la piégeant dans le même cycle de mensonges et de manipulation. Je ne pouvais pas laisser cela se produire, non pas par vengeance, mais par justice. Les gens méritaient de savoir qui il était vraiment. J'ai commencé par sa famille. Pendant des années, Dean s'était présenté comme la victime de circonstances malheureuses, l'homme qui travaillait dur mais n'avait jamais de chance. Il leur avait dit que c'était moi qui gérais l'argent parce que je ne lui faisais pas confiance. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était moi qui lui avais maintenu un toit sur la tête et qu'il avait sorti du gouffre qu'il avait creusé avec ses dépenses imprudentes. J'ai donc rassemblé les archives, chaque relevé, chaque paiement que j'avais fait, chaque détail prouvant que j'avais porté sa dette pendant qu'il s'amusait dans mon dos. Quand j'ai montré cela à ses parents, j'ai vu la couleur quitter leur visage. Sa mère secoua la tête, incrédule, murmurant « Comment a-t-il pu faire ça ?» Son père avait l'air furieux, non pas contre moi, mais contre Dean. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les proches, et bientôt, l'image dorée que Dean avait soigneusement construite s'est effondrée. Ensuite, ce fut le tour de nos amis, les gens qui nous avaient encouragés en tant que couple. Je n'étais pas vindicative, mais j'étais honnête. Je leur ai dit la vérité, que Dean avait triché, qu'il avait admis n'être resté avec moi que pour la sécurité financière, qu'il avait essayé de me chasser d'une maison qu'il ne possédait même pas. Certains furent choqués, d'autres déçus, mais presque tout le monde s'est éloigné de lui après ça. Son cercle social s'est aminci jusqu'à ce qu'il n'ait plus personne pour le défendre. Melissa, elle aussi, a eu son réveil brutal. Au début, elle se pavanait comme si elle avait gagné un prix. Mais dès que la poussière est retombée et qu'elle a réalisé que Dean n'avait ni maison, ni argent, ni avenir, sa confiance s'est fissurée. Elle n'était pas intéressée par un homme qui ne pouvait même pas se permettre de l'inviter à dîner, encore moins de lui construire la vie glamour qu'il lui avait promise. Une nuit, elle a fait ses valises et est partie, le laissant exactement comme il m'avait laissé, seul et abandonné. La vie de Dean s'est effondrée rapidement après ça. Sans système de soutien, sans maison et sans revenu stable, il a fini dans un appartement de location exigu en périphérie de la ville. Ce n'était en rien la vie dont il s'était vanté. De l'extérieur, cela semblait pitoyable, un homme qui se pavanait autrefois avec arrogance, maintenant réduit à joindre les deux bouts. Et moi? Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait fait le travail pour moi. Dean se noyait enfin dans le désordre qu'il avait créé, et pour la première fois, j'en étais libéré. Le silence dans ma maison m'a paru étrange au début. Pendant des années, j'avais vécu avec une tension dans l'air, avec des voix élevées ou des regards froids résonnant dans chaque coin. Maintenant, il n'y avait que moi, et le calme semblait à la fois étranger et réconfortant. Il a fallu du temps pour s'adapter, mais lentement, j'ai commencé à respirer plus facilement.
Pour la première fois depuis longtemps, l'espace où je vivais me semblait être le mien, vraiment le mien. J'ai commencé petit. Un week-end, je suis allé acheter de la peinture. J'ai choisi des couleurs douces et chaudes, des teintes qui me calmaient au lieu de m'accabler. Pièce par pièce, j'ai transformé la maison. Le salon qui avait autrefois abrité son arrogance reflétait maintenant ma paix. La chambre qui était autrefois remplie de nuits agitées est devenue un sanctuaire avec une nouvelle literie et des rideaux que j'avais choisis juste pour moi. Chaque coup de pinceau, chaque nouvelle décoration, c'était comme réécrire mon histoire sur les murs. Financièrement, j'étais stable, une chose que je n'avais pas ressentie depuis des années. Sans dîne pour drainer mes ressources, je pouvais enfin respirer. Je n'ai pas dépensé sans compter, mais je me suis permis de petites joies, les choses que je m'étais refusées si longtemps. Une jolie robe sans culpabilité. Un dîner au restaurant avec des amis sans calculer chaque centime. Un week-end à la montagne, où je me suis assise sur le porche d'un chalet avec une tasse de café, regardant le lever du soleil avec des larmes aux yeux, réalisant que j'étais enfin libre. Reprendre contact avec mes amis a été l'une des parties les plus curatives. Je m'étais éloigné pendant les années de dette, toujours trop fatigué, trop fauché, trop consumé par les responsabilités. Au début, j'étais nerveuse à l'idée de les recontacter, honteuse de la façon dont j'avais disparu de leur vie. Mais quand j'ai appelé, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Les cafés se sont transformés en longues conversations. Le rire est revenu dans ma vie, et j'ai réalisé à quel point cela m'avait manqué d'être entouré de gens qui se souciaient de moi, pas pour ce que je pouvais fournir. La trahison avait laissé des cicatrices. Il y avait des nuits où les souvenirs revenaient, ces mots froids, la douleur de réaliser que j'avais été utilisé, la solitude creuse d'être abandonné. Mais avec le temps, ces moments ne m'anéantissaient plus. Au lieu de cela, ils me rappelaient le chemin parcouru. J'avais fait face à un chagrin qui aurait pu me détruire, et pourtant, j'étais là, plus forte, debout dans mon propre espace, vivant ma vie selon mes propres termes. Un soir, assise dans mon salon redécoré avec une musique douce et une tasse de thé à la main, j'ai expiré un long soupir que je n'avais pas réalisé retenir depuis des années. J'ai pensé à quel point j'avais été proche de me perdre complètement. Mais récupérer ma maison, ma liberté et ma paix m'avaient sauvé. Je ne me contentais pas de guérir. Je construisais une nouvelle vie, une vie qui était enfin la mienne, remplie non pas de sacrifices pour quelqu'un d'indigne, mais d'amour, de stabilité et de la joie tranquille de savoir que j'avais repris mon pouvoir. S'il y a une chose que mon histoire m'a apprise, c'est que la douleur n'est pas forcément une fin. Elle peut être le début de quelque chose de plus fort. Je ne vais pas glorifier ce que j'ai traversé. La trahison est laide. Elle vous ouvre de manière inattendue, et pendant un certain temps, vous marchez en saignant à l'intérieur, vous demandant si vous vous sentirez à nouveau entière. J'ai pleuré seul, j'ai douté de moi, et je me suis demandé si toutes ces années de sacrifice avaient signifié quelque chose. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ce qui a failli me briser est aussi ce qui m'a poussé à grandir. Perdre Dean n'a pas été la fin de ma vie, ce fut le début de sa reconquête. Toute la force que j'avais dépensée à le porter, à payer ses dettes, à maintenir à flot un navire qui coulait, j'ai finalement commencé à la réinvestir en moi. Et cela a tout changé. J'ai appris que l'amour ne devrait jamais exiger que vous vous détruisiez pour quelqu'un d'autre. Le sacrifice a sa place, oui, mais pas quand il vous laisse vide et invisible. En y repensant, je peux admettre que j'ai trop donné à quelqu'un qui n'en était pas digne. Je n'arrêtais pas de me convaincre que la loyauté signifiait le soutenir quoi qu'il arrive, mais la loyauté sans respect en retour n'est rien de plus que de l'autodestruction. Pourtant, je ne regrette pas les leçons, car en le perdant, je me suis trouvé. J'ai trouvé mon indépendance, ma force, ma capacité à rester debout même après avoir été poussé à terre. J'ai découvert que les choses que je croyais être des faiblesses, ma patience, ma persévérance, ma foi en l'amour étaient en fait mes plus grandes sources de pouvoir, une fois que je les ai tournées vers l'intérieur. Alors, si quelqu'un entend mon histoire et se trouve dans une situation similaire, je veux que vous sachiez ceci, la trahison n'est pas la fin de votre histoire. Vous avez peut-être l'impression que le monde s'est effondré, mais parfois, l'effondrement est exactement ce dont vous avez besoin pour reconstruire quelque chose de mieux. Vous n'avez pas à laisser les erreurs de quelqu'un d'autre vous définir. C'est à vous de décider comment le prochain chapitre sera écrit. Aujourd'hui, je ne suis plus défini par la femme qui a tout sacrifié pour un homme qui ne l'appréciait pas. Je suis défini par la femme qui a repris sa maison, sa vie et sa paix. La femme qui a appris que sa valeur n'a jamais été liée à l'approbation de quelqu'un d'autre.
J'ai trop donné à un homme qui m'a utilisé, mais j'ai tout récupéré à la fin. Et quand je suis parti cette nuit-là, valise à la main, je portais plus qu'un cœur brisé. Je portais la connaissance, la force et un avenir qui était enfin le mien. J'ai remboursé la dette de 250 000 $ de mon mari. Il m'a mise dehors. J'ai souri parce qu'il a oublié quelque chose. Tout ce qu'il pensait être à lui était en fait à moi. Et vous? Pensez-vous que Dean a eu exactement ce qu'il méritait, ou Kennedy aurait-elle dû lui donner une autre chance? Partagez vos avis dans les commentaires, j'aimerais vraiment les lire. Et si des histoires comme celle-ci vous inspirent, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour être toujours le premier à entendre la suivante.